Bonjour et bienvenue au WebTech d'aujourd'hui sur le recrutement, la fuite des talents et l'attractivité de la filière dans le domaine de la microélectronique et électronique. On va attendre quelques secondes que nos participants se connectent et accueillir nos 5 intervenants. Merci de votre patience, quelques secondes. Vous devriez voir mon écran. Oui, Fabienne, nous voyons bien votre écran. Ok, merci beaucoup. Bienvenue à tous pour ce webinaire sur le recrutement et sur comment attirer les talents dans le domaine de l'électronique. On a voulu faire traiter ce sujet, alors un peu moins techno, mais néanmoins un vrai point de douleur pour beaucoup de nos membres dans le domaine de l'électronique, mais aussi de la microélectronique. C'est lors de l'élaboration des différentes feuilles de route, et notamment la feuille de route sur la microélectronique, on s'est aperçu qu'effectivement, ce secteur est en pleine croissance. Les PME, les startups industrielles de ce secteur sont confrontées à des enjeux très importants en matière de recrutement, à la fois de profils juniors, mais aussi de profils seniors. Et ces entreprises donc, doivent attirer, fidéliser des talents très convoités par bien sûr les grands groupes français ou étrangers, mais elles doivent aussi promouvoir leur marque employeur pour se démarquer. Et donc, ce WebTech va vous permettre, je l'espère en tout cas, de découvrir les différentes problématiques, mais aussi les solutions mises en place par les PME, les startups industrielles de l'électronique, qui sont notamment chez SCS, mais aussi les écoles d'ingénieurs, en tout cas les lycéennes avec nous aujourd'hui, pour répondre à ces différents enjeux. Donc, on va mieux comprendre les attentes des talents en matière de travail dans l'électronique et la microélectronique, et aussi découvrir les clés de la fidélisation des collaborateurs dans l'électronique. Et également, on partagera avec Tiempo Secure, justement une PME en pleine croissance dans ce domaine, les actions qu'elle a mises en place pour promouvoir sa marque employeur dans l'électronique. Et donc, on peut accueillir nos différents intervenants s'ils allument leur caméra. Alors, j'allume juste ma caméra pour vous montrer comment faire, mais je vais l'éteindre tout de suite. Bonjour Sonia. Bonjour. Yes. Bonjour à tous. Alors, bonjour à tous. Alors, un petit zoom sur l'agenda. Je pense que vous voyez mon agenda. Non, là, vous voyez pas mon agenda. Voilà. Donc, voici l'agenda. On va accueillir Silcom, Tiempo Secure, Lisdem Increa, Innov Micro et Ecovem, avec, vous le voyez, leur nom qui s'affiche à l'écran. Et puis, un petit rappel des règles, si vous le voulez bien, pour ce webinaire. Elle est enregistrée. Les micros et les caméras des participants sont volontairement éteints. Les présentateurs on leur demande effectivement si vous pouvez éteindre votre caméra pendant que l'autre speaker intervient. Et vous pouvez poser des questions dans le module questions qui s'affiche à votre menu GoToWebinar. Et ensuite, on vous enverra le replay qui sera dans 3-4 jours installé sur YouTube. Et on vous invite aussi à remplir un petit questionnaire à la fin du webinaire, ce qui nous permet d'améliorer nos sessions à chaque fois. Donc, petit zoom sur de quoi parle-t-on quand on parle d'écosystème de la microélectronique chez SCS. Vous le voyez à l'écran. On parle d'un réseau de plus de 50 partenaires. Vous voyez, il y a à la fois des grands groupes justement et des multinationales français et étrangers. Il y a bien sûr beaucoup de PME et de start-up industrielles. Il y a aussi beaucoup, elles ne sont pas à l'écran, mais de laboratoires, d'équipes de recherche pointues, reconnues internationalement. Et c'est ce qui fait effectivement ce qui génère ce vivier de compétences très pointues
avec une croissance, vous voyez, de moyenne de 19% par an. Et c'est bien à cet écosystème qu'on s'adresse, tout comme l'écosystème aussi d'ailleurs de l'électronique qui est aussi représenté finalement dans cet écosystème avec les acteurs autour des objets connectés. Alors, sans plus attendre, on va donner la parole à Sonia Ferreira, qui est avec nous. Avec plaisir. Voilà, qui va justement en tant que cabinet de recrutement pointu et expert, je dirais, du domaine de l'électronique, qui va nous présenter finalement le contexte, illustrer avec quelques chiffres, c'est toujours bien aussi, et puis voilà, partager son expertise et son savoir-faire sur comment mieux recruter, nous dévoiler aussi les attentes des candidats jeunes et moins jeunes, mais elles sont nouvelles et il faut s'adapter. Et puis également quelques astuces pour fidéliser les collaborateurs et empêcher la fuite des talents. Donc, Sonia, c'est à vous. Je vous désigne présentateur. Oui. Merci déjà aussi de partager votre savoir-faire et votre expertise avec l'écosystème SCS. Voilà, vous devriez. Alors, oui, parfait. je vais du coup vous partager mon écran. Hop. Donc du coup, bonjour à tous. Comme l'a introduit Fabienne, donc je suis Sonia Ferreira du cabinet de recrutement Silcom. Silcom, attendez, je vais essayer peut-être. Donc Silcom est un cabinet de recrutement qui est spécialisé depuis 2013 dans la recherche de profils techniques. Donc on intervient plus particulièrement sur les métiers qui vont toucher au digital, à l'informatique, à l'électronique bien sûr, mais aussi les objets connectés. Et nous accompagnons des startups, des PME, des grands groupes, des multinationales dans leur recrutement, dans leurs problématiques de recrutement de profils techniques. Pour ma part, ça fait 7 ans que je suis consultante plutôt sur le recrutement de profils orientés électronique et logiciel C++. Et j'ai eu le plaisir d'accompagner plus de 300 sociétés implantées sur les régions PACA, Occitanie et Rhône-Alpes dans la recherche de nouveaux talents. Donc, comme l'a dit Fabienne, je suis ravie aujourd'hui de pouvoir vous partager ma vision sur comment réussir ces recrutements dans le monde de l'électronique. Et je vous propose effectivement qu'on pose le contexte actuel avec quelques éléments. Et ensuite, bien sûr, on s'intéressera à comment est-ce qu'on peut mieux recruter. Je vous donnerai ma vision à ce sujet et comment est-ce qu'on peut fidéliser ses collaborateurs, puisqu'on passe beaucoup de temps finalement sur les problématiques de recrutement. Donc, l'objectif, c'est aussi de garder ces talents une fois qu'on a pu les internaliser. Alors, pour ce qui est du contexte actuel, le secteur de l'électronique, c'est un secteur qui est en pleine évolution depuis plus de 10 ans. On le voit, hein, on a l'électronique partout dans nos vies finalement, avec les smartphones, la domotique, les bâtiments intelligents, les smart cities, et une démocratisation des objets connectés sur ces 10 dernières années. Depuis 2-3 ans aussi, l'émergence de l'intelligence artificielle qui est bien et belle présente et qui, on va dire, est un sujet d'actualité. Et face à ça, du coup, de nouveaux métiers qui apparaissent depuis plus de 10 ans maintenant et des entreprises qui se creusent la tête pour attirer des talents et pour arriver à recruter. Il se trouve qu'il y a une recherche forte de nouvelles compétences, mais les entreprises sont en concurrence et du coup, elles doivent redoubler d'imagination pour pouvoir se différencier, se démarquer et attirer des candidats qui sont de plus en plus exigeants. Donc, ce constat, on l'a fait chez Silcom depuis notre création, mais au-delà de ça, on s'appuie aussi sur ce que peut constater finalement des organismes officiels. Et effectivement, on constate notamment qu'en 10 ans, on a vraiment un nombre de recrutements qui a été croissant, une augmentation significative, voire même exponentielle des recrutements, avec une année blanche en 2020 qui est liée au contexte Covid, et sur 2021, 2022, 2023, toujours des recrutements, mais la volonté aussi des services RH de consolider un petit peu sur les recrutements passés et de fidéliser leurs collaborateurs. Pour autant, la dynamique du marché est bel et bien en place puisque
on a aujourd'hui une difficulté des recrutements qui se ressent. Et nous, en tant que cabinet de recrutement spécialisé, tous les jours, on est contacté par des startups, des PME, des grands groupes qui rencontrent des difficultés à recruter malgré des moyens mis en œuvre pour attirer des talents. Du coup, je pense que ce qui va vous intéresser en tant que service RH, en tant que manager technique qui participez à ce webinaire, c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut recruter justement efficacement. Et il y a 2 fondamentaux qu'on a tendance à oublier en entreprise. C'est de bien définir son offre au préalable et de travailler sa marque employeur. Alors, pour vous donner un exemple très concret, moi, j'ai un client sur 2, on va dire, qui me contacte pour me confier son besoin en recrutement et qui malheureusement me donne une lettre au Père Noël, un mouton à 5 pattes, et on sait bien que ça n'existe pas. Et dans ce cadre-là, du coup, il faut, on va dire, échanger, d'autant plus sur un cahier des charges qui soit clair, qui soit cohérent, qui soit réaliste par rapport au marché. C'est pas toujours simple, donc je demande vraiment, moi, pour ma part, au service RH, au service technique, de se poser autour d'une table et de vraiment, on va dire, qualifier ce qui est indispensable sur le profil recherché et est-ce que ça existe vraiment? Donc, par exemple, c'est tout bête, hein, vous pouvez très bien vous rendre sur les job boards, aller voir à la concurrence si le profil que vous recherchez existe. Et en parallèle de tout ça, quand on a un cahier des charges qui est clair et cohérent, il faut aussi mettre un budget. Et ce budget, il doit aussi se conformer par rapport à ce qui se pratique sur le marché. Et on se rend compte bien trop souvent quand on lance des recherches de profil que le budget est peut-être un peu trop bas malheureusement. Donc, par expérience, souvent, les clients que j'accompagne et qui pratiquent des salaires, on va dire 5% au-dessus du marché, sont, on va dire, dans une dynamique où ils ont plus de facilité à recruter, mais aussi à garder leurs collaborateurs. Donc, ça peut faire la différence. Donc, bien définir son offre à travers un cahier des charges clair et un budget qui soit réaliste sur le marché, ça va vraiment être le B à bas. Et au-delà de ça, je crois que Nathalie nous en parlera tout à l'heure, mais travailler sa marque employeur, c'est vraiment très important. Pourquoi? Parce que en fait, les informations que vous allez véhiculer à travers votre marque employeur vont donner des sortes de points d'attractivité aux candidats pour potentiellement vous rejoindre et donner aussi du sens, peut-être faire écho à leurs propres valeurs. Alors, on peut parler notamment de la localisation de vos locaux, de l'accessibilité de vos locaux en tant qu'entreprise, mais aussi d'un espace de travail qui soit suffisamment agréable, puisqu'on passe beaucoup de temps au travail aujourd'hui pour pouvoir, du coup, on va dire, officier dans de bonnes conditions. L'ambiance de travail va aussi jouer son rôle. Et puis, post-Covid, on a constaté que le télétravail que les sociétés proposent aujourd'hui est un indispensable. Alors, avec plus ou moins de récurrence, mais en tout cas, une offre d'emploi qui aujourd'hui ne comporte pas de télétravail, c'est un nombre de candidatures divisé par 2, beaucoup moins de chances de recruter. Donc, en tout cas, nous, on insiste sur ce point-là avec les candidats et avec les entreprises pour créer une émulation autour de cela également. Il y a un point aussi qui n'est pas négligé. Quand on a bien défini son offre et qu'on a travaillé sur sa marque employeur, c'est le process de recrutement. On se rend compte que finalement, les entreprises ne maîtrisent pas toujours très bien leur processus de recrutement, notamment en termes de timing. Donc le timing, il a son importance dans le sens où à partir du moment où vous avez la chance qu'un candidat vous envoie sa candidature, lui répondre sous 24 à 48 heures maximum, c'est augmenter vos chances tout simplement qu'il s'engage sur le process de recrutement et qu'il vous donne la priorité par rapport à d'autres processus. Et ça va aussi sur le processus de recrutement dans sa globalité. On invite toujours les sociétés à mutualiser les entretiens RH et techniques pour qu'un processus de recrutement complet soit tenu sous 7 à 10 jours et faire en sorte que votre offre d'embauche soit acceptée par le candidat, puisque vous êtes en concurrence avec d'autres sociétés qui auront peut-être été moins réactives que vous. Donc voilà quelques petites astuces qui peuvent faire la différence vraiment. Le cahier des charges clair et cohérent, une marque employeur qui est correctement travaillée et non négligée, et un processus de recrutement que l'on maîtrise, notamment d'un point de vue timing. Et quand on a mis tous ces efforts en place, parce que finalement, même si c'est des fondamentaux qui paraissent basiques, ce n'est pas si simple toujours à mettre en place, il faut pouvoir garder ses collaborateurs. Et comment est-ce que ça peut s'opérer? Ça passe notamment par la formation des salariés.
Aujourd'hui, on a des candidats et des salariés qui sont très attentifs au fait de pouvoir être en apprentissage constant, d'avoir un sentiment de progression dans leur entreprise. Et ça passe notamment par la formation des salariés, notamment dans le monde de l'électronique où on sait que les candidats veulent avoir de l'expertise technique. Et puis, c'est aussi donner de la visibilité pour l'avenir, donc potentiellement parler de perspectives de carrière, d'évolution possible. Ça peut être des évolutions hiérarchiques, mais aussi sur la partie technique, comme on sait qu'on a un public dans le domaine de l'électronique qui est vraiment passionné de technique. Et l'objectif, c'est d'avoir aussi dans son entreprise ce sentiment d'accomplissement et de pouvoir grandir finalement avec l'entreprise, avec son développement. Un point aussi qui va être important, je pense, pour les managers des équipes techniques, c'est vraiment d'avoir un suivi qui est régulier et de qualité, de créer de la proximité avec vos équipes, de se rendre disponible, d'être dans le partage et la bienveillance. Ça vous apportera finalement une relation enrichissante, mais aussi plus sereine, où vous savez que vos collaborateurs, de toute façon, sont appelés peut-être 1, 2, 3 fois par jour par d'autres entreprises qui veulent les débaucher. Si vous avez un manager à N+1 qui est bienveillant, avec qui vous partagez une vision commune, vous n'aurez pas forcément envie d'aller voir ailleurs. Donc ça, c'est aussi un élément à prendre en compte. Et le dernier point, c'est vraiment d'avoir une communication qui soit transparente. Je pense notamment à la direction. Les entreprises peuvent connaître des aléas. Il y a des moments forts très positifs et d'autres moins positifs. De pouvoir communiquer à ce sujet, c'est aussi s'inscrire dans une relation de confiance avec ses collaborateurs. Donc, ça va énormément compter pour vos employés et ça va contribuer à leur fidélisation. L'objectif, effectivement, c'est que tout le monde puisse avancer sur le même chemin et envie finalement de développer l'entreprise ensemble avec le positif et le moins positif. Voilà, donc j'ai essayé d'être assez courte, de vous faire un petit topo rapide. Je vous remercie pour votre attention et je reste bien sûr disponible si vous avez des questions. Merci beaucoup, Sonia. C'était très clair. Donc, je vous invite à poser des questions par écrit. Dans le module questions, on les posera tout à l'heure, dans quelques minutes après les interventions. On va accueillir maintenant Tiempo Secure. Alors, donc, c'est Nathalie Pousset-Bougère, responsable ressources humaines de cette PME grenobloise en pleine croissance dans le domaine du semi-conducteur qui croît à grande vitesse, qui a une vraie problématique de recrutement et qui va partager avec nous justement son savoir-faire, ses petites astuces pour attirer les jeunes et les moins jeunes dans cette filière. Oui. Alors Nathalie, oui. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Alors moi je l'entends, mais par contre je ne vois pas votre caméra. Enfin, moi je la vois pas en tout cas. Je sais pas si... Non, je n'arrive pas à l'activer. Je suis désolée. Ah. Ça fonctionnait bien tout à l'heure, mais là ça ne fonctionne pas. Est-ce que vous m'avez... Alors, est-ce que vous voit là? Moi je ne vous vois pas, mais peut-être que c'est moi le problème. Non. Je ne vous vois pas non plus, Nathalie. Non, je n'arrive pas à activer ma webcam. Alors que tout à l'heure ça fonctionnait très bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très très bien. Donc, ouais. Je vais préciser, Nathalie, que vous n'avez pas de slide. Donc c'est vrai que la caméra, ça aurait permis d'humaniser un petit peu votre discours. Néanmoins, on va s'adapter, il n'y a pas de problème. Je vais essayer de résoudre le problème, mais vous pouvez peut-être vous présenter. Ouais, désolée parce que ça fonctionne très bien tout à l'heure. Voilà, donc là, en tout cas, voilà le sujet de votre présentation, c'était effectivement la taille de l'entreprise par rapport au choix des candidats. Enfin, vous allez partager effectivement, j'imagine, vos problématiques de PME en pleine croissance par rapport à des grands groupes. Et je vous laisse avancer, puis je vais voir comment activer votre caméra de mon côté. Très bien. Juste en vidéo, je vous remercie Sonia là, pour votre présentation qui fait tout à fait écho à ce qu'on vit au quotidien en tant que PME et recruteur. Donc rapidement, Tiempo Secure, c'est une entreprise française créée en 2007
C'est une entreprise de la Deep Tech à dimension internationale. Nous intervenons sur le secteur de la sécurité embarquée et nous proposons à nos clients des solutions haut de gamme qu'ils peuvent implémenter dans leurs produits, qui sont des objets connectés, ou nous intervenons également auprès des intervenants de la défense, du paiement en ligne, l'automotive, etc. Nous sommes en pleine transformation. Donc une grande dynamique actuelle qui se retrouve dans le recrutement. Voilà. Donc le process aujourd'hui chez Tiempo Secure, c'est de passer d'une entreprise de R&D à une entreprise avec une gamme de produits et un positionnement spécifique, ce qui implique une grande dynamique et un nombre de recrutements important. Aujourd'hui, nous sommes 25 collaborateurs. Nous avons une dizaine de postes ouverts sur notre site internet. L'ambition aujourd'hui, c'est de passer en 2024 à une quarantaine de personnes, en 2026 à une cinquantaine de personnes. Une croissance importante, mais mesurée et accompagnée. Nous recrutons activement donc à notre siège situé près de Grenoble et également sur la région PACA avec l'aide du pôle SCS notamment. Nous sommes en train d'étudier la possibilité d'ouvrir un bureau également dans la région du sud de la France où se trouve également beaucoup de talents dans notre domaine de compétences. Voilà, donc tout ça pour souligner que nous allons aussi chercher les talents là où ils se trouvent. Et pour rebondir sur ce que disait Sonia, le télétravail, le travail à distance, faciliter les possibilités de travail de nos collaborateurs, c'est quelque chose qu'on prend complètement en compte. Voilà, la taille de l'entreprise impacte effectivement beaucoup le choix des candidats. Donc, nous sommes, comme je vous le disais, une PME qui recrute sur de nouveaux métiers dans notre secteur. Aujourd'hui, nous recrutons des ingénieurs, des Field Application Engineers en hardware et software. Ce sont des ingénieurs qui sont à la croisée de la R&D et du marketing, c'est-à-dire qui font le lien entre la R&D et nos clients, que ce soit en avant-vente, en après-vente, et puis qui font également le lien avec les ingénieurs en support client. Nous recrutons également des ingénieurs en digital hardware, en sécurité embarquée. Nous recrutons également des ingénieurs en cryptographie, ça c'est également un nouveau métier qui fait écho, voilà, on parle beaucoup aujourd'hui de cybersécurité, cryptographie, donc nous sommes complètement sur ces secteurs. Nous recrutons également un ingénieur architecte en software et puis des product managers, puisque nous avons depuis un an étoffé notre équipe avec un service marketing communication. Donc voilà un petit peu où nous en sommes aujourd'hui dans notre développement. Ce qui est important pour nous, c'est justement de valoriser la taille de notre entreprise et l'agilité, la facilité de transversalité, de travail en transversalité inter-équipe. Aujourd'hui, les jeunes ingénieurs que nous recevons en entretien de recrutement nous transmettent clairement le message que ce qu'ils recherchent, c'est ce que vous disiez Sonia, un sens dans ce qu'ils font, un impact direct de leur intervention dans l'entreprise sur le développement de l'entreprise. Et la taille de notre entreprise permet justement cette transversalité, cette facilité de communication, que ce soit donc entre les équipes, ça leur permet à ces jeunes ingénieurs de ne pas se limiter dans leur seul domaine de compétences, d'être cloisonnés dans un seul et unique domaine de compétences, mais de pouvoir échanger avec des ingénieurs qui ont d'autres compétences, de pouvoir, donc ça fait une formation de fait, hein, une augmentation de leur champ de compétences, et puis ça leur permet d'intervenir directement sur le développement de l'entreprise, le développement des produits et des solutions que nous proposons. Donc voilà, pour en résumer, notre taille d'entreprise nous permet de valoriser vraiment, et c'est ce qui se passe vraiment au quotidien, un travail en toute transversalité, une démarche collaborative importante également entre les équipes, favorisé par un management très souple et très agile, ce qui permet une grande proximité des collaborateurs et puis un suivi de leurs exigences, puisque comme on le voit aujourd'hui, le domaine de la sécurité informatique en particulier, hein, mais ce n'est pas seulement ce domaine-là, on fait face vraiment à des difficultés de recrutement et une grande volatilité des candidats qui sont très sollicités, comme vous le disiez Sonia. Donc voilà, nous ce qu'on met
en exergue quand on reçoit de jeunes candidats, c'est la simplicité, l'exigence technique, technologique à très haut niveau, une exigence de qualité et puis également une facilité dans les relations, dans le travail collaboratif qui se retrouve dans aussi une grande convivialité qui se voit au quotidien dans nos équipes. Pour vous parler un petit peu plus de ce que nous mettons en place pour attirer les jeunes vers la filière et les retenir, outre donc les différents éléments dont je vous ai parlé, que ce soit donc la facilité de travailler ensemble, la transversalité, la proximité, l'exigence de grande qualité. Nous, on utilise également beaucoup les nouveaux, enfin tout ce qui est contrat aidé, contrat d'aide à l'emploi des jeunes. Que ce soit des contrats en alternance, des contrats de professionnalisation. Nous accompagnons vraiment ces jeunes que nous recrutons sous ces formes de contrats. On les garde plusieurs années et ça débouche toujours sur des embauches en CDI, ce qui fait que ces jeunes qui ont déjà passé 2-3 ans dans l'entreprise en tant qu'alternants sont déjà très formés et très bien intégrés dans notre entreprise. Donc, c'est vraiment du gagnant-gagnant. C'est des démarches, c'est intéressant pour l'entreprise parce que l'entreprise financièrement est aidée. Et puis, ça permet d'intégrer des jeunes qui sont encore en études, donc qui sont vraiment très proches des viviers de recrutement des écoles. Et puis, ça nous permet de les fidéliser, de les intégrer progressivement à notre culture d'entreprise. On fait également des accompagnements en VAE, des valorisations des acquis de l'expérience pour des jeunes salariés qui n'ont pas forcément un parcours classique de formation et qui veulent valoriser leur expérience dans le métier. On a également accompagné des jeunes stagiaires qui avaient des projets de VIE, des projets donc à l'étranger, pour ensuite pouvoir les garder en entreprise à leur retour de VIE. Voilà les différentes actions qu'on mène. Et on recrute également, on est sur une filière où on a un nombre important de candidatures de candidats de nationalité étrangère. Donc, avec des dispositifs de la French Tech, on arrive à recruter ces jeunes, donc soit à les faire venir de l'étranger, soit à les recruter alors qu'ils sont en fin d'études en France, avec des passeports talents, des contrats talents, pour leur permettre d'avoir des autorisations de travail en France pour plusieurs années. Voilà, donc ce sont différents modes de recrutement que l'on met en place au quotidien. Et enfin, pour terminer, comment nous avons boosté notre marque employeur? Ça, c'est un travail en chantier. Hein. Je vous disais qu'on avait étoffé notre équipe marketing communication. Donc, c'est vraiment une réalité. Nous boostons notre marque employeur. On est dans une dynamique de changement pour promouvoir notre offre, notre culture d'entreprise. Donc, une grande proximité des collaborateurs entre eux, beaucoup de bienveillance, des entretiens de recrutement, un processus de recrutement qui se fait à la fois au niveau technique et au niveau ressources humaines, avec des échanges très rapides avec les équipes, les différents collaborateurs, le N+1 et même l'équipe de direction qui interviennent très vite dans le processus de recrutement. On essaie d'être très réactif et puis on montre aussi qu'il y a beaucoup de convivialité, il y a des activités entre les collaborateurs en dehors des heures de travail, et puis une grande collaboration entre eux. Et puis on met essentiellement la lumière sur nos collaborateurs, leurs compétences, l'accompagnement de leurs compétences et de leur évolution dans leur carrière. Voilà, j'espère avoir été claire sur nos différents choix, notre évolution, et n'hésitez pas à poser des questions, j'essaierai d'y répondre au mieux. Merci beaucoup Nathalie. Donc, on va essayer de résoudre ce problème de caméra, mais je crois que c'est un petit paramètre de votre côté, le temps d'arriver à la session questions-réponses. En attendant, en tout cas, on va accueillir Agnès Laville, directrice de l'école d'ingénieurs. Bonjour à tous. Bonjour.
Bonjour. Donc, je vais tenter de partager mon écran. Je vais vous mettre au présentateur. Voilà, vous devriez voir dans quelques secondes. Afficher mon écran. Donc, vous êtes directrice donc, de l'école ISEN, enfin l'école d'ingénieurs ISEN à Toulon, c'est ça? Oui, tout à fait. Je suis la directrice générale de l'ISEN Intra-Méditerranée. Est-ce que vous voyez mon écran? Ma présentation? Moi, je ne la vois pas. Est-ce qu'elle apparaît à présent? Pour le moment, nous vous voyons vous. Ah, bon, c'est déjà bien, j'espère. Alors, attendez. J'ai partagé mon écran, en revanche, et je vois dans le menu. Ça marchait tout à l'heure. Est-ce que vous voulez que je vous déconnecte et que je vous redemande de partager votre écran? Non? Je veux bien, très volontiers. On va faire ça, aller faire cette petite manip. Et en attendant, voilà, vous pouvez peut-être faire un petit résumé de Alors, changer vous allez partager avec nous les différentes filières qui ont le vent en poupe au sein de l'ISEN et vous redésignez. Voilà. Voilà, donc afficher mon écran, on devrait. Voilà, oui, à présent, l'écran est affiché, hein, c'est ça? Voilà, il est affiché, il faut juste être en diaporama et. C'est parfait, très bien. Allez, ce sont comment on dit, les aléas du direct à partir du début. Très bien. Eh bien, bonjour à tous. Désolée de ce petit contretemps technique. Donc, je suis effectivement Agnès Lavie, la directrice générale de l'ISEN Intra-Méditerranée, qui est une école d'ingénieurs. Agnès, on voit par contre votre présentateur. Donc, si vous allez basculer vers les affichages. Voilà, on est tout à fait au point, à présent. Voilà, donc Agnès Lavie, directrice générale de l'ISEN Intra-Méditerranée. Donc, en 3 points, je vais évoquer avec vous les filières qui ont le vent en poupe, la stratégie de recrutement pour recruter nos jeunes ingénieurs ISEN, et quid de la rémunération. C'est les 3 points sur lesquels on va pouvoir échanger quelques minutes. Alors, rapidement, l'ISEN Intra-Méditerranée, donc école d'ingénieurs basée à Toulon, depuis plus de 30 ans, puisque nous avons été implantés en 1991. Donc là, vous voyez affiché plein de logos, mais l'essentiel, c'est de retenir que nous sommes une école habilitée par la commission des titres de l'ingénieur, donc la seule commission qui peut permettre à une école de délivrer un diplôme d'ingénieur, mais également des diplômes le grade de licence pour les formations à Bac+3, notamment les bachelors que nous avons déployés depuis quelques années. Donc, sur Toulon, nous avons 750 élèves ingénieurs qui donc prétendent et qui préparent le diplôme d'ingénieur sous statut étudiant, avec une entrée possible à Bac+1 ou à Bac+3. Mais nous avons également un diplôme par apprentissage, qui est un diplôme de spécialité électronique et informatique industrielle, sous statut apprenti, avec une entrée à Bac+3. Nous avons également un master spécialisé réseau télécommunications maritimes, avec une entrée possible à Bac+5, et très prochainement, début 2024, un master spécialisé en cybersécurité qui verra le jour donc sur le campus de Toulon. Sur le campus de Marseille, on a un petit peu moins d'étudiants. Nous avons uniquement la filière par apprentissage et également un bachelor dans le domaine du développement de jeux vidéo et de tout ce qui est monde virtuel. Alors, comment on va évoquer les filières qui nous semblent être les filières qu'on le vend en poupe? Eh bien, tout simplement à travers les options que nous mettons en œuvre dans notre parcours d'ingénieur, puisque les options que nous développons, elles sont intimement liées à nos activités de recherche. Hein. Comme dans toute école d'ingénieur, accréditée par la CTI, nous avons l'obligation d'avoir une étroite
une porosité finalement entre nos activités de recherche et nos activités pédagogiques. Nos activités pédagogiques étant alimentées par nos thématiques de recherche et qui donnent lieu ainsi à une évolution de nos filières avec, pour les filières qui nous intéressent aujourd'hui, 8 options. La cybersécurité, le développement logiciel, l'e-santé, l'ingénierie des affaires, les objets connectés, la robotique mobile, les smart energy et les systèmes embarqués. Donc les 8 options que nous développons sont accessibles depuis un parcours commun qui nous permet d'accueillir des élèves issus d'horizons différents, que ce soit des cycles préparatoires intégrés ou des classes préparatoires sécurisées de type classe préparatoire au concours des grandes écoles, et ce, en faisant appel à différentes filières, depuis les bacs généraux, évidemment avec une préférence pour les profils qui ont une appétence scientifique, mais également des bacs pro et des bacs technologiques. Alors, juste pour évoquer justement la porosité dont je parlais à l'instant, nos options que je viens de présenter sont issues d'une réflexion que nous menons avec des industriels, avec des entreprises avec lesquelles nous travaillons sur nos axes de recherche et développement. Et ce sont évidemment des conseils de perfectionnement avec les acteurs des entreprises avec lesquelles nous travaillons qui nous permettent de mener une réflexion sur les filières de demain, les activités qui sont celles que nous devons intégrer dans nos filières d'apprentissage, également nos filières de formation d'ingénieurs, mais également les formations de nos étudiants en bachelor. Et on retrouve évidemment les filières qui nous intéressent aujourd'hui, donc de la micro à la nano, des micro et des nanotechnologies, en passant par l'e-santé, les smart energy et également donc les smart objects avec 2 chaires que nous avons sur ces thématiques-là, et avec 3 disciplines transverses, les sciences humaines, qui s'intéresse évidemment à toute la partie sociologie des usages, mais également les activités concernant l'impact des activités humaines sur notre environnement. Donc, on ne conçoit pas des systèmes technologiques à tout prix. Et là, on a une très grande sensibilité de nos étudiants par rapport à cette problématique et l'impact des activités humaines et technologiques sur le monde vivant. Une transverse également, l'intelligence artificielle que l'on retrouve aujourd'hui dans nos 4 verticales, et le développement logiciel que l'on retrouve aussi dans les autres disciplines. Alors, comment recruter nos étudiants et ingénieurs, donc ISEN? Eh bien, à travers des forums étudiants-entreprises. Chaque année, depuis 15 ans, nous organisons à peu près à cette même période, donc fin d'année, une rencontre étudiants-entreprises qui permet aux entreprises de proposer leur offre de stage, leur offre d'emploi, leur offre d'alternance sous forme de contrat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage. Alors, ce qui a changé, ce qui a évolué ces dernières années, c'est que au tout début, ce forum engendrait beaucoup de stress auprès des étudiants qui se demandaient s'ils allaient trouver leur stage, leur alternance, leur apprentissage. Aujourd'hui, force est de constater que la tendance est un petit peu inverse, puisque les entreprises, évidemment, en sortie de ce forum, ressortent quelquefois un petit peu frustrées du manque de candidats qui se sont présentés au cours de ces entretiens. Elles souhaiteraient toujours en avoir plus, puisque les demandes sont très nombreuses par rapport au nombre d'étudiants que nous pouvons leur proposer. Pour donner quelques chiffres rapides, aujourd'hui, il y a 160 000 élèves en France qui suivent des études d'ingénieurs. Et si on en croit donc l'Association des ingénieurs scientifiques de France, il y a 20 000 postes qui ne sont pas pourvus. Donc forcément, dans les écoles d'ingénieurs comme les nôtres qui travaillent sur ces thématiques
globalement du numérique, informatique, électronique, en passant par toutes les nuances que ça comporte, il y a une grosse pénurie évidemment d'ingénieurs, mais pas que. Dans les années à venir, la pénurie va aussi toucher les profils à Bac+3, donc nos bachelors, et également les docteurs, puisqu'il y a une demande aussi au niveau de jeunes docteurs qui pourraient évidemment poursuivre après leur Bac+5 avec des entreprises sur des contrats de type CIFRE, par exemple, pour mener des études un petit peu plus poussées, un petit peu plus scientifiques. Alors, les stratégies de recrutement, elles portent évidemment dans une école comme la nôtre sur capter des ingénieurs au plus tôt, capter les étudiants au plus tôt à travers, par exemple, dès le Master 1, donc à Bac+4, des stages comme le stage SAI, stage d'application ingénieur. Là, ce sont des stages de 12 semaines que les étudiants peuvent mener en France ou à l'étranger, sachant que l'obligation pour un ingénieur, et c'est une obligation dictée par la commission d'études d'ingénieurs, est d'effectuer une mobilité à l'étranger d'au moins 18 semaines. Donc, il faut trouver ensuite la capacité à allier ce stage d'application ingénieur, par exemple de 12 semaines, en le complétant par quelques semaines supplémentaires si certaines entreprises, si certains grands groupes disposent de filiales à l'étranger. Et ça, c'est quelque chose qui est très prisé par les étudiants, de pouvoir mutualiser à la fois leur stage et à la fois leur mobilité à l'étranger, car il est difficile de tout caser dans son parcours, sachant que aujourd'hui, 80% de nos étudiants en Master 2 vont privilégier le contrat de professionnalisation, et lorsqu'ils sont en contrat pro, ils ne peuvent pas forcément être à l'étranger. Donc, la meilleure stratégie pour capter un ingénieur au plus tôt, c'est de lui proposer un stage SAI dès son Master 1 et éventuellement un contrat de professionnalisation, donc en M2, donc avec une alternance qui lui permet, bien sûr, comme vous le connaissez tous, d'aller à la fois dans l'entreprise pour découvrir donc, le métier ou le futur métier qu'il va être à même d'exercer, et également poursuivre ses études jusqu'à sa diplomation. Donc ça, c'est quelque chose qui est très apprécié des étudiants, et avec également la possibilité de contrats d'apprentissage qui, eux, pour ce qui concerne notre école, sont proposés sur 3 années dès Bac+3. Donc N1, N3, M1 et M2. Alors après, il y a aussi pour les entreprises qui nous demandent mais comment capter l'attention de vos étudiants, comment les séduire au plus tôt pour leur donner envie de nous rejoindre. Il y a la possibilité pour les entreprises de s'impliquer dans les projets étudiants qui associent à la fois de la créativité, de la gestion de projet, de l'informatique, de l'électronique, et une grande partie des connaissances techniques et scientifiques acquises par les étudiants au cours de leur cursus sont validées à travers des projets. Donc, on a là plusieurs formules de projets possibles avec des sujets qui peuvent être proposés par les entreprises et qui donnent ainsi l'occasion aux entreprises d'être en contact au plus tôt avec les futurs ingénieurs. Donc, dès la N3, des formules assez courtes de Garage Week au cours desquelles les étudiants, une promo entière, vont travailler sur des problématiques sociétales, des problématiques technologiques et accompagnés, coachés bien sûr par leurs professeurs pour arriver jusqu'à des proof of concept, des prototypes, alors assez basiques certes, mais avec le coaching également de l'entreprise qui aura proposé la thématique. Et il en est de même pour les Master 1 et Master 2, avec des projets techniques et des projets de bureau d'études, qui eux sont des projets qui sont de plus longue durée, sur plusieurs mois, entre 3 et 4 mois, au cours desquels donc, les entreprises peuvent proposer des thématiques sur lesquelles des équipes projets constituées d'étudiants issus de différentes options
Donc, on va mélanger les étudiants pour qu'il y ait une hétérogénéité des compétences, comme on le ferait en entreprise dans une équipe projet, et être à même ainsi de répondre à la problématique posée par l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment une façon de recruter au plus tôt des étudiants, être à leur contact, leur montrer qui vous êtes, les valeurs de l'entreprise, car comme vous le savez aujourd'hui, les étudiants évidemment qui sont dans une école viennent pour acquérir un diplôme, mais sont en quête de sens, et le choix de l'employeur n'est pas seulement lié au salaire dont on va parler juste après, mais également aux valeurs de l'entreprise, la qualité de vie au sein de l'entreprise, les conditions qu'évoquait Sonia tout à l'heure. Et effectivement, il est important à la fois de travailler le cahier, la fiche de poste qu'on va offrir au futur ingénieur pour lui donner envie de vous rejoindre, évidemment, mais d'évoquer les valeurs de l'entreprise pour qu'il retrouve le sens auquel il aspire, car on le voit nous, très tôt aussi dans l'école, ce besoin de trouver quelque chose qui leur parle. Donc ça, c'est quelque chose qui a vraiment évolué au cours des dernières années. Ils ne sont pas prêts à prendre un poste à tout prix. Alors, exemple de projet technique que nous avons mené avec Laurent, donc le projet SAFE qui a été mené par des élèves de l'option Smart Energy de chez nous, qui a été lauréat des Innov Games 2023, mené avec le campus d'excellence Industrie Sud et ST Microelectronics. Donc, c'est un projet qui a permis à une équipe d'élèves ingénieurs de notre école, mais également avec des élèves ingénieurs d'autres écoles comme Polytech, Arts et Métiers, de concourir et de travailler ensemble sur la problématique qui était liée donc à l'implémentation de capteurs, de détection de fuite d'eau, de maintenance prédictive, d'analyse de consommation électrique. Voilà, il y avait évidemment la possibilité, chaque école chaque équipe de proposer sa solution, mais là, on était en l'occurrence sur les thématiques de Smart Energy et d'objets connectés. Alors, pour terminer sur les salaires, donc nous répondons à des enquêtes évidemment qui sont vérifiées chaque année par nos instances régulatrices. Et aujourd'hui, donc en salaire brut avec prime en sortie de diplomation, nos élèves donc, ont en moyenne 40 700 € de salaire brut annuel. Ce ne sont pas seulement des emplois hors région, hein. Donc là, c'est une moyenne sur l'étude complète que nous avons réalisée, mais on voit quand même que voilà, les salaires sont tout à fait honorables en sortie de diplomation. Donc, il y a une exigence, comme je l'évoquais tout à l'heure, en termes de valeur, en termes d'éthique, en termes évidemment de thématiques sur lesquelles ils vont être amenés à travailler, mais aussi une exigence salariale qui aujourd'hui se traduit par cette moyenne en sortie de diplomation. Je n'ai pas évoqué également la VIE tout à l'heure, qui est un gros plus, qui évidemment peut aussi séduire des jeunes ingénieurs. Donc, si vous avez des entreprises et des filiales qui peuvent accueillir des jeunes ingénieurs à l'étranger en VIE, c'est un gros plus qui est très demandé par nos étudiants. Je vous remercie de votre attention. Je me tiens évidemment à votre disposition pour répondre à vos questions. N'hésitez pas également à joindre ma collègue Céline Trucchi qui s'occupe de la relation entreprise et qui met en contact les étudiants avec les entreprises qui ont des besoins. Je vous remercie. Merci beaucoup Agnès. Nous allons rester dans le domaine des formations et des compétences, mais on va se concentrer surtout sur les nouvelles formations microélectroniques, mais aussi comment attirer les jeunes grâce à la vulgarisation de la filière microélectronique. Ce n'est pas une mince affaire. En accueillant Laurent Renaud, directeur opérationnel du campus Innov Micro. Alors, je ne sais pas si Laurent, Oui, parfait, on voit ton écran. C'est super. Bienvenue. Par contre, ton micro est coupé.
faut que tu… Voilà, Hop, ça va aller mieux maintenant. C'est bon? c'est mieux, super. Et la présentation est partagée du coup? Oui, tout est bien. C'est à toi. Merci, oui. Donc, pour faire le lien aussi avec Agnès, puisque finalement, l'ISEN fait partie adhérente de l'association Campus d'Excellence Industrie du Futur Sud. Donc nous, l'association en région a plutôt vocation à porter des projets structurants sur les problématiques d'attractivité, de montée en compétences des différents publics, hein, jeunes et salariés. Et donc on a une branche dédiée à la filière microélectronique et à l'électronique qu'on structure autour d'Innov Micro. Voilà, c'est le terme. Donc on a la version 2 puisqu'on a répondu à un appel à projet dans le cadre de France 2030. Laurent, on ne t'entend plus. Enfin, moi, je ne t'entends plus. Le Non, on ne micro est l'entend coupé. plus non plus. Le micro, je l'ai coupé sans faire exprès, probablement. Voilà, c'est bon? C'est bon. Oui, Bonne on diapo. t'entend. Merci, excusez-moi. Donc du coup, au niveau du pilotage et de la coordination de nos projets en région, donc on est structuré en association. On a 35 adhérents, dont des entreprises, le pôle de compétitivité SCS et également des acteurs académiques de tout niveau. Donc l'ISEN en fait partie. Agnès a évoqué le challenge Innov Game qu'on a lancé. Donc on a des écoles comme Aix-Marseille Université, avec la composante Polytech qui en fait partie. On a les arts et métiers, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de construire cette réponse emploi-formation et de manière la plus partagée possible entre acteurs académiques représentés par le recteur de région académique, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ici représentée par Bernard Klenhoff, et les acteurs économiques représentés par Industrie Méditerranée. Donc voilà le portage des dossiers et la structure, voilà, notre trésorier étant également l'UMM. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, Edinov Micro 2, mais finalement, c'est une méthodologie qu'on applique souvent au métier de l'industrie. Ça a été dit, hein, le premier axe, c'est attirer les publics en formation, attirer les jeunes dans nos formations pour vos métiers à tout niveau. Donc là, je vais vous présenter un petit peu un déroulé d'action dans le cas d'Innov Micro 2. Le challenge Innov Game en fait partie, même si finalement, il s'adresse à des jeunes qui sont déjà dans les formations sensibilisées. Ensuite, il y a tout le travail qu'on développe autour de la conception de parcours de formation avec nos acteurs académiques. Hein. Ce n'est pas directement l'association qui le fait, hein, bien évidemment. C'est comme l'a évoqué Agnès sur l'ouverture de certaines formations à l'ISEN. Et c'est également ce qui peut se passer aussi dans nos lycées. Et pôle formation aussi de la branche professionnelle, par exemple. On a le troisième axe, enfin, c'est animer et piloter tout ce consortium et diffuser au mieux ce dispositif. Et finalement, c'est là où le pôle SCS, on travaille ensemble pour la filière microélectronique. Alors, sur la partie attirer et plus spécifiquement sur la partie information métier, on s'appuie beaucoup sur l'entreprise ST. Hein. ST est très engagée auprès des jeunes, y compris au sein des académies, et développe notamment des kits métiers. On souhaite vraiment ouvrir cette méthodologie-là à d'autres entreprises. Hein. C'est plus compliqué pour les PME et les startups d'être présentes. Donc, en lien avec le pôle SCS, en tout cas, aussi faire rayonner l'ensemble de la filière microélectronique et électronique et pas seulement la grande entreprise ST. Donc ça, c'est vraiment notre premier axe. Et également travailler autour d'une approche un peu différente de la valorisation des métiers, une approche sur la partie culturelle, avec notamment un dispositif qui est porté par l'école des mines de Saint-Étienne, donc plutôt avec un ancrage Saint-Étienne, la Rotonde, et avec un déploiement en région autour de leur campus Georges Charpak, mais en fédérant d'autres acteurs. De même manière, développer l'esprit d'entreprendre dès le plus jeune âge. Donc, Innov Game, ça a été présenté, c'est un challenge inter-école autour des problématiques sociétales pour les élèves ingénieurs. Et là, l'idée, c'est de développer le même principe avec EPA, mais au niveau collège et lycée. Donc ça, c'est les grands axes sur l'attractivité qui vont se dérouler sur 5 ans. Donc, on a un budget quand même de 900 000 € sur cette partie-là. Ensuite, on rentre dans le deuxième axe qui concourt donc à créer, concevoir des parcours de formation. Donc la philosophie, c'est vraiment du silicium au service. Donc, et parfois au niveau de l'attractivité, on part plutôt du service pour remonter au silicium.
Et on traite tout, c'est-à-dire que donc effectivement ST, eux, ils ont une fab, donc on traite les problématiques de production, on traite les problématiques de design et de conception, et l'idée c'est de le faire à tout niveau. La première action, elle concerne à sensibiliser les jeunes publics dès le bac professionnel et le lycée, donc aux usages de la filière de l'électronique et la microélectronique. Donc autour de kits qu'on développe, mais aussi autour d'une culture au sein des Fab Labs, donc avec l'appui du Fab Lab de ST, donc dans 12 lycées de la région, notamment disposant de bac professionnels en lien avec la filière numérique. Alors, il s'appelait système numérique à l'époque, bac pro et SN. Il faut que je corrige, maintenant il s'appelle CIEL, donc cybersécurité, informatique et électronique. Donc dans 12 lycées de la région, vous le verrez, on va déployer ces Fab Labs et avec ST développer cette culture. Donc sur ISEN Toulon, donc, et en lien avec ST Microélectronique Toulon, c'est de travailler plutôt sur l'intelligence artificielle. Donc on a tout un parcours, Agnès l'a présenté, un petit peu d'ouverture de master spécialisé, de bachelor qui sont en cours et avec vraiment capitaliser sur ce qui était la start-up Cartesia, mais qui est devenue ST Microélectronique Toulon, travailler sur l'intelligence artificielle. Donc là, un gros focus un peu toulonnais. L'idée aussi, c'est de colorer des parcours de formation, donc plus au niveau secondaire. Alors, je vais vous donner un exemple concret, et c'est là où on a un lien très fort avec ST, mais vraiment avec une volonté de le faire avec d'autres entreprises sur la coloration de parcours de formation. Donc, on a un BTS pilotage de procédés au lycée Jean Perrin de Marseille, qui correspond vraiment au niveau compétences au métier de la FAB en microélectronique de ST, si ce n'est que le contexte de formation est plus orienté procédés de la pétrochimie et de la chimie. Là, l'idée, c'est qu'avec cet appel à projet, on puisse intégrer des équipements de la filière microélectronique pour mieux préparer les jeunes et les moins jeunes, hein, puisqu'il y a des contrats pro aussi qui vont passer par là, à insérer l'entreprise ST. Donc, on va aussi travailler sur des parcours autour de la conception de lignes de production connectées. Donc, c'est le partenariat entre Arts et Métiers et le lycée Vauvenargues, donc à un niveau technicien supérieur, équivalent bachelor. Ensuite, on a un gros projet sur Aix-Marseille Université, donc là, qui vise aussi à travailler sur cette problématique-là de production, de lignes, d'usage aussi des objets connectés avec une approche open innovation aussi sur la microélectronique pour l'industrie, donc avec les différentes filières d'Aix-Marseille Université, notamment Polytech. Avec donc cette plateforme digitale sera passée à Château-Gambert, donc à côté aussi de Centrale Méditerranée, donc des liens aussi entre Centrale et AMU. Et bien évidemment ouvert à d'autres écoles, hein, c'est-à-dire que même l'ISED pourrait venir sur ces sites-là. Et puis l'idée aussi de créer des modules un peu plus transversaux, donc il n'y a pas vraiment d'école d'ingénieurs ou d'enseignement supérieur qui ont pris le lead sur ces actions-là, mais l'idée portée par ST et ouvert à d'autres entreprises, c'est des modules de formation un peu plus transverses. Voilà, on avait travaillé déjà avec les partenaires sur la data analyse, avec la data vision, donc travailler sur ce genre de choses, et donc on a la possibilité de développer ce type de contenu. Voilà, on balaye un petit peu tous les métiers, voilà, du process, de l'ingénierie, jusqu'au service dans cet axe-là qui est quand même subventionné à hauteur de 20 millions d'euros, avec aussi, je ne l'ai pas noté là, étonnamment, je l'ai un peu oublié, mais vraiment une grosse salle blanche école à Gardanne, dans le campus de mines Saint-Étienne de Gardanne. Donc, on a une première version qui permet de fabriquer, d'appréhender la fabrication de transistors. Et là, l'idée avec ce financement complémentaire, c'est d'aller jusqu'à la mise en place de parcours de formation très courts, hein, sur 3 jours, 3-4 jours, de microcontrôleurs. Donc, a priori, même si vous êtes que sur une approche design et pas forcément process et production, la formation, elle est aussi ouverte à vos entreprises. Et là, ST, on va amorcer un modèle économique avec ST dans le cadre de ce projet. On est sur des formations de l'ordre de 1 000 € la journée, en groupe, par personne, voilà, parce qu'il y a usage, salle blanche, etc., mais avec des process industriels. Donc ça sera aussi ouvert et la partie commercialisation se fera par l'AFPI Provence, voilà, donc en lien avec le pôle formation UMM. On travaille aussi sur la partie donc, coordination et développement de l'écosystème. Donc, il y a un petit clin d'œil aussi, je l'ai mis ici. Hein, donc, moi, pour mes plus jeunes, je souhaite avoir une ouverture internationale. On le porte au sein du campus. Donc, j'espère un jour arriver à travailler avec Ecovem, dans lequel est impliqué le pôle SCS. Hein, ça vous sera présenté juste après. Mais vraiment, l'idée
Donc ST est une entreprise franco-italienne, mais qui va bien au-delà du réseau, et d'autres, ça peut s'adresser à d'autres entreprises. Donc vraiment l'idée de développer des partenariats internationaux, même sur des niveaux bac et BTS, on le souhaite. Puis ensuite, on souhaite partager autour d'innovation pédagogique. Donc là, c'est vraiment un petit peu cet axe-là qu'on souhaite développer. Et l'idée aussi, c'est qu'on puisse réinterroger le besoin des entreprises. C'est aussi pour ça qu'on a associé le pôle SCS à ce dispositif, puisque on a une volonté. ST, c'est très bien, mais on veut aussi pouvoir avoir vos retours vos besoins, etc., et capitaliser sur vos besoins pour essayer de consolider nos parcours de formation. En termes de maillage territorial, donc c'est assez large, hein, il y a beaucoup de pastilles parce qu'on est sur la notion des Fab Labs. Donc l'idée, c'est que même à Briançon, où on n'a pas spécifiquement d'entreprise de la filière microélectronique, on puisse sensibiliser les publics dès le lycée à l'existence de la filière et à une bonne connaissance, hein. Les grands ronds étant posés sur la carte, étant les grands lieux où on retrouve de la filière électronique et microélectronique, donc que l'on voit bien centré autour de Rousset. Il y en a un petit peu aussi sur Marseille et Cannes et Toulon, mais globalement, finalement, les jeunes qui sont à Briançon ne sont pas du tout sensibilisés à ça. Donc l'idée, c'est que par ces fabs-là, et puis en même temps l'équipe métier, on puisse aller faire connaître cette partie-là. Et puis l'idée, c'est d'avoir des grands centres un peu spécialisés. Donc Toulon, on l'a vu tout à l'heure avec un peu l'intelligence artificielle et l'ISEN. On a Centrale Méditerranée qui s'installe à Nice aussi, hein, avec un Central Digital Lab. Et puis donc Aix-Marseille Université, on a un point aussi qui va être construit avec Diginov. Et Gardanne, donc avec la salle blanche école. Voilà, que vous dire de plus? Voilà, on a un calendrier qui se déroule sur les différents axes. Et donc, c'est bien évidemment ouvert aux partenaires du pôle SCS, aux adhérents pour ces réflexions, et vous en êtes bien évidemment les bénéficiaires directs. Et si vous souhaitez participer au groupe de travail, vous êtes bien évidemment invités. Voilà pour ma partie présentation du programme Innov Micro. Merci beaucoup, Laurent. N'hésitez pas à poser vos questions à Laurent et puis également à Nathalie, Sonia et Agnès dans le module questions. Alors, on va passer maintenant la parole à Marielle Campanella qui devrait nous rejoindre en ouvrant peut-être son micro. Voilà, super, on voit tes slides. Marielle, c'est parfait. Bienvenue. Donc, Marielle Campanella, responsable des projets internationaux, et notamment Europe, et du projet européen ECOVEM sur la formation dans le domaine de la microélectronique. C'est à toi. Oui, merci Fabienne. Je crois que vous voyez mon écran correctement, si je ne me trompe pas. Donc, comme l'a indiqué Fabienne, effectivement, je m'occupe des projets européens au sein du pôle SCS. Et comme cela a été évoqué par Laurent juste précédemment, le pôle SCS est impliqué dans un projet européen depuis maintenant 3 ans qui s'intitule ECOVEM et qui est tout à fait aligné avec le sujet d'aujourd'hui. En fait, le projet ECOVEM est un projet européen qui appartient au programme Erasmus de la Commission européenne et qui a pour objectif en fait d'œuvrer au développement des compétences en microélectronique en Europe à travers des actions de coopération, de sensibilisation et aussi par le développement de formations innovantes par des entités de formation. Donc le consortium en fait est composé de 21 partenaires qui proviennent donc de 5 pays européens, Espagne, France, Allemagne, Italie, Bulgarie, Chypre et Norvège. Dont le pôle SCS fait partie. Donc, on y retrouve en fait des centres de formation continue, des universités et des écoles d'ingénieurs, des associations industrielles et des clusters dont le pôle SCS fait partie, et également des associations professionnelles. Et le projet est coordonné par l'Université technique de Sofia en Bulgarie. Et donc, l'objectif du projet ECOVEM est en fait de répondre à la nécessité d'avoir une synergie entre le domaine de la formation et le monde du travail. Afin de pouvoir favoriser le développement donc, de compétences pour les nouveaux emplois dans le domaine de la microélectronique. Donc, à ce titre, il y a plusieurs actions qui ont été définies dans le projet afin de pouvoir satisfaire ces objectifs-là. Donc, en particulier, le développement de formations innovantes dans le domaine de la microélectronique. La promotion auprès de décideurs politiques de l'intérêt d'investir dans des dispositifs financiers pour la formation professionnelle et ensuite diverses actions afin de pouvoir s'assurer une bonne adhésion des industriels dans ce secteur pour la formation au sein de leurs entreprises.
Donc, l'idée est de vous parler aujourd'hui de ces formations qui ont été développées dans le cadre du projet Ecovem et de vous montrer comment est-ce que vous pouvez y avoir accès de façon tout à fait libre. Donc, le projet Ecovem a en fait développé des modules de formation donc, qui couvrent 7 thèmes, donc que sont en fait les éléments de base dans le domaine de la fabrication dans le domaine de la microélectronique, tout ce qui est design et fabrication de PCB, la conception de circuits intégrés, la conception de système design, ensuite les technologies de packaging en microélectronique, et ensuite tous les éléments liés aux applicatifs dans le domaine de l'économie verte et de l'industrie. Et ensuite, un dernier thème sur ce qu'on appelle les compétences transverses, les soft skills. Donc, pour ce faire, 43 modules de formation ont été développés par les partenaires, disons, académiques au sein du projet Ecovem. Donc, sur ces 43 modules de formation, 30 sont des modules en ligne disponibles sur Internet et 13 sont des modules de formation dispensés sur site. Et toutes ces formations, en fait, couvrent ce qu'on appelle les EQF, donc European Qualification Framework, donc le cadre européen de certification qui va de 3 à 8, l'essentiel étant de 4 à 7, 4 étant le niveau bac et 7 étant le niveau master ingénieur. Donc, comment y accéder? C'est assez simple. Donc, tous ces cours-là sont disponibles sur le site web coursis-ecovem.eu. Ils sont accessibles à tous gratuitement. C'est actuellement en phase de test pilote. Donc, ces formations viennent d'être mises en ligne récemment. Ils sont en train d'être testés, mais sont néanmoins disponibles dès maintenant. Et ensuite, la phase de déploiement aura lieu à compter de début 2024. Ce sont des plateformes, un cours développé sous forme open source sur plateforme Moodle pour ceux qui connaissent les différentes versions de cours qui peuvent être disponibles en ligne. Et donc, sur ce slide-là, vous voyez le détail des cours qui sont actuellement disponibles. Je vais pas vous évoquer ça actuellement, mais tous les détails sont disponibles sur ce site-là. Donc, n'hésitez pas à aller les consulter. C'est particulièrement intéressant aussi dans le cadre de la formation continue pour des personnes qui sont actuellement en poste et qui veulent en fait parfaire leurs connaissances sur ces sujets-là. La plupart des cours sont disponibles en anglais et bien sûr disponibles à tout moment. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci, Je te laisse reprendre la main, Marielle. Fabienne. Oui, je reprends la main. Alors, on va passer aux questions. J'ai une première question, sans doute pour Lisanne. Les étudiants du bac pro à l'ingénierie nous disent qu'ils rencontrent des difficultés pour trouver des entreprises en alternance ou en stage. Aurons-nous la capacité à accueillir tous les étudiants si les filières en alternance se multiplient? Je ne sais pas si Agnès, vous êtes connectée. Peut-être que vous pouvez allumer tous votre caméra. Okay. Alors Agnès, et aussi vos micros surtout, parce que je vois que tous les micros sont fermés. Voilà. Voilà, c'est bien. Donc Nathalie n'a toujours pas de caméra, ça je le sais, mais bon, elle est aussi invitée bien sûr à. Désolée, non. Voilà, donc je répète la question ou c'est OK pour vous? Oui, je veux bien, je veux bien. Donc les étudiants du bac pro à l'ingénierie nous disent qu'ils rencontrent beaucoup de difficultés pour trouver des entreprises en alternance ou en stage. Aurons-nous la capacité à accueillir tous les étudiants si les filières en alternance se multiplient? Alors, moi, je vais répondre pour la partie ingénieur et on n'a pas de problème à trouver des entreprises qui accueillent des alternants au niveau ingénieur. Là, il s'agit peut-être de bac pro et les entreprises ont peut-être plus de mal à prendre des alternants au niveau du bac. Mais je pense que c'est un mauvais pari parce qu'il faut miser sur des jeunes très tôt, le plus précocement possible pour espérer les garder lorsqu'ils auront atteint le niveau adéquat. Donc oui, je peux entendre qu'il y a plus de difficultés pour des jeunes à trouver des entreprises au niveau bac pro. Nous, on ne rencontre pas ce genre de difficultés au niveau bachelor ni ingénieur. Mais
je pense que c'est aux entreprises à faire le pari qu'un jeune bachelier, alors on entend hein, tout à fait qu'un jeune bachelier n'est pas encore opérationnel, c'est beaucoup d'efforts de formation et d'accompagnement hein, pour une entreprise, mais vu qu'il y a 20 000 postes non pourvus, hein, comme je l'évoquais tout à l'heure, peut-être faut-il miser sur des jeunes plus en amont dans leur processus d'apprentissage pour espérer les garder lorsqu'ils auront atteint le bon niveau de compétences. Merci. Vous voulez rajouter quelque chose, Sonia, Laurent? Moi, Ou Nathalie, ouais, pardon. Pardon, si je peux intervenir en tant qu'entreprise et donc recruteur. Comme le disait Agnès, effectivement, pour nous, on est très volontaire pour accueillir ces jeunes en contrat d'alternance, contrat de professionnalisation, etc. La limite pour nous, c'est justement l'accompagnement de ces jeunes. Parce que voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment une démarche gagnant-gagnant. Il faut que le jeune ingénieur ou le jeune étudiant soit aussi gagnant dans cette démarche. Donc, il faut que il y ait une personne identifiée dans l'entreprise, c'est demandé d'ailleurs hein, à la signature du contrat d'alternance ou de professionnalisation, il faut qu'il y ait une personne tuteur pour ce jeune qui puisse l'accompagner, faire les réunions d'échange avec l'organisme de formation. Donc, il faut déjà voilà, identifier une personne qui va accompagner ce jeune durant tout son développement, toute son intervention d'entreprise. On appelle ça nous un problème de bande passante, hein, un problème quelquefois de manque de temps, et on est en PME beaucoup confronté sur des sujets urgents. Comme je vous disais tout à l'heure, on travaille beaucoup en souplesse et en collaboration avec les limites que ça peut avoir, donc des agendas très chargés. Et puis il y a aussi la partie relation avec la prise en charge donc par les OPCO, qui demandent aussi des démarches administratives importantes pour les services RH qui ne sont pas toujours très représentés dans les entreprises. Moi, je vois chez Tiempo, on n'a pas 3 personnes dédiées pour s'occuper de ce genre de démarches. Voilà, donc bon. Voilà ce à quoi on est confronté au quotidien, mais alors j'insiste bien avec toujours la volonté quand même d'accueillir des jeunes dès leur parcours d'études ou à leur sortie. Je ne l'ai peut-être pas assez dit tout à l'heure, on est vraiment en partenariat avec plusieurs écoles d'ingénieurs à Grenoble et à Valence, les groupes INP, les groupes tout ce qui est Polytech, etc., les mines à Saint-Étienne et autres. Et donc, on est vraiment au-delà des freins qui peuvent exister dans la mise en œuvre de ces contrats. On a vraiment cette volonté d'incorporer dans nos équipes des jeunes diplômés. Okay, merci pour ces précisions, Nathalie. Vous voulez commenter peut-être, Laurent ou... Oui, moi, c'était sur le bac pro, oui, merci, parce que c'est vrai que c'est pas évident, et c'est vrai dans toutes les filières industrielles, j'allais dire, c'est une culture française aussi. En Allemagne, on prend des apprentis, on prend des stagiaires, il y a la culture du maître d'apprentissage, il y a la culture, la transmission du savoir par l'entreprise. Parfois, on le met souvent en avant, mais en réalité, on n'a pas ce système-là non plus dans les entreprises en France. J'ai un peu compris que les entreprises payaient beaucoup de taxes d'apprentissage et du coup se disaient finalement on devrait avoir des gens clés en main fournis à la sortie de la formation. Mais en définitive, c'est pas possible. On entend des remarques en disant oui, ils sont pas adaptés, ils sont pas professionnalisés. Mais que ce soit des stagiaires ou des apprentis, ils passent le même diplôme. Hein. Enfin, globalement, dans l'enseignement supérieur, c'est peut-être un peu différent, mais un jeune qui fait un bac pro, qu'il le fasse en apprentissage ou qu'il le fasse en statut scolaire, c'est le même bac pro. Peut-être que même d'ailleurs dans certaines entreprises, le fait que l'apprentissage va être dans un format, il va être formaté pile poil à cette entreprise-là, donc c'est très bien, mais il sera peut-être pas forcément professionnalisé à une autre entreprise. Donc il y a avantages et inconvénients dans les deux. D'ailleurs, moi j'ai tendance à valoriser les parcours mixtes pour des bacs pro seconde, première en statut scolaire et peut-être juste l'année terminale, voire des années complémentaires, puisque dans le domaine de la microélectronique, il faut savoir qu'on a créé des mentions complémentaires, notamment sur la cybersécurité et sur, alors, je ne vais pas utiliser le bon terme de la mention complémentaire, mais sur le recyclage des matériels électroniques. Voilà, donc il y a des mentions complémentaires qui ont été créées. Et donc là, clairement, on est dans la phase vraiment de professionnalisation. Et dans tous les diplômes de l'éducation nationale, il y a une période en entreprise, une période de formation en milieu professionnel, ça s'appelle une PFMP. J'entends souvent les industriels ou autres partenaires dire qu'il n'y a pas de période en entreprise. En bac pro, c'est certes peu sur les 3 années, mais ça représente 22 semaines minimum.
Donc, sur ces 22 semaines, forcément, le temps d'entreprise, c'est du temps de formation en milieu professionnel. Donc, il est vrai qu'on confie à l'entreprise un rôle important, c'est de former le jeune sur une part du référentiel pour qu'il obtienne son diplôme du baccalauréat. Et c'est vrai que c'est très compliqué, et je pense d'autant plus compliqué, c'est pour les entreprises qui sont de petite taille, en termes de ressources humaines, en termes de même de silotage des métiers, puisque finalement, peut-être si vous êtes une petite structure, vous êtes amené à être très polyvalent dans les tâches, et c'est peut-être difficile de confier une tâche sur un bac pro qui va avoir un périmètre assez limité, et vous repositionner là-dessus. Donc, c'est vraiment une démarche qui doit se vouloir gagnant-gagnante. L'État, en tout cas sur les bacs pro, pour essayer de valoriser ces parcours-là, donc je ne pense pas que dans la filière microélectronique, ce soit le niveau le plus recherché, mais néanmoins, vous en avez besoin. Ils vont rémunérer donc nos stagiaires en fait pendant leur période de stage. Ça ne sera pas la charge de l'entreprise, c'est bien l'État qui va les rémunérer. Donc voilà, pour moi, apprentissage et stage sont très complémentaires. Et je pense même complémentaires parce que vous imaginez un jeune en seconde, il a quoi? Il a 15 ans. Donc accueillir un jeune de 15 ans, je comprends aussi la difficulté que vous avez, mais l'idée serait peut-être de l'accueillir en stage dans un premier temps pour le tester, etc. Et peut-être le garder en année de première ou terminale en apprentissage si les écoles le proposent. Voilà, on essaie de faire des parcours un petit peu mixtes. Voilà pour ma réaction sur le bac, qui est une chose pas simple. Merci Laurent. Voilà, je ne sais pas si Sonia, vous vouliez réagir ou… Oui, je me permets de rebondir. Donc moi, je suis plus en lien avec des profils de jeunes ingénieurs qui ont post-bac réalisé une école en 3-5 ans et parfois en alternance. Et c'est effectivement intéressant de valoriser cette expérience pour la suite de sa carrière professionnelle, puisque mine de rien, en alternance, on apprend beaucoup. Après, se pose la question derrière de qu'est-ce qu'on fait de cette alternance? Est-ce que l'entreprise a pris un alternant pour un temps donné et ne peut pas se permettre de l'embaucher en CDI? Ou est-ce qu'elle va valoriser l'accompagnement et l'investissement qu'elle a mis sur ce jeune pour la suite de leur parcours ensemble? Donc, c'est une vraie question. Et au-delà de ça, c'est aussi côté candidat, une question parce qu'on a aussi des jeunes ingénieurs qui ont fait une alternance et qui veulent parfois avoir autre chose, se confronter à une nouvelle entreprise avec de nouveaux sujets, de nouvelles thématiques, donc parfois même partir à l'étranger aussi. Donc effectivement, l'équilibre entre l'investissement sur un jeune, l'accompagnement que ça demande, et puis une embauche ou pas ensuite en CDI se pose, et c'est pas toujours évident à mettre en œuvre. Donc c'est aussi tout l'intérêt peut-être d'en discuter avant que le jeune parte, quelques mois avant au moins, pour pouvoir assurer l'avenir côté entreprise comme côté nouvel ingénieur, et que ça soit vraiment une relation qui soit gagnant-gagnante sur le long terme. Ok, merci beaucoup. Peut-être une toute petite précision ajoutée, si vous le permettez. Quand on regarde, nous, les statistiques de nos élèves apprentis plus contrat pro, 85% d'entre eux restent en CDI dans l'entreprise qui les a accueillis pour leur alternance, pour leur apprentissage. Donc, c'est quand même un indicateur intéressant pour les entreprises. J'ai investi, j'ai passé du temps, j'ai tutoré un apprenti ou un contrat pro, mais derrière, je vais pouvoir lui proposer de rester avec nous. Ok, certaine fidélité, super. Merci beaucoup à vous. Écoutez, le temps est passé et en fait, on a bien débordé, donc on va s'arrêter là si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Merci beaucoup à vous tous pour avoir partagé votre savoir, votre expertise. On verra si on fera peut-être d'autres sessions parce que j'ai vu un grand intérêt dans ce type de format et de sujet. Prochain WebTech, ce sera le 23 novembre. Ce sera avec Cap Énergie, Rising Sud et la région aussi, sur la présentation justement d'un nouveau dispositif qui s'appelle Parcours Sud Industrie Carbone. Donc, c'est un dispositif qui permet d'accompagner une entreprise industrielle dans une démarche avec une optimisation de son empreinte carbone, une optimisation de l'empreinte carbone des process industriels, donc pour avoir une démarche plus en ligne avec l'environnement et la planète. Ce sera le 23 novembre de 11h à midi. Et puis en présentiel, ce sera chez vous, Agnès. Ce sera à Liden. On sera ravis de vous accueillir, avec grand plaisir. Voilà.
Alors, une rencontre labo et start-up deep tech. Alors là, c'est une journée où sur la scène, vous aurez des directeurs d'équipe de recherche qui vont présenter leurs derniers travaux, leurs dernières avancées en matière de recherche appliquée ou fondamentale, en tout cas avec beaucoup de promesses dans le domaine du numérique, notamment dans le domaine des technologies SCS, que vous connaissez tous, IoT, microélectronique, cybersécurité, sécurité et intelligence artificielle. Et ensuite, on en profitera aussi, d'ailleurs, Agnès, pour organiser des parcours de visite des 3 nouveaux Fab Labs de l'ISEN que vous avez présentés aussi. Voilà. Et puis, on organisera aussi pour les participants dans la salle, qui devraient être principalement des startups, des rendez-vous, rendez-vous avec des experts du financement, mais aussi rendez-vous bien sûr entre participants et avec les laboratoires qui vont présenter leur sujet. Et puis une rencontre plus conviviale, mais néanmoins très utile, un bilan annuel dans un domaine viticole du Var, toujours très agréable, le 12 décembre. On vous donne rendez-vous aussi lors de cette journée où il y aura on pourra joindre l'utile à l'agréable le 12 décembre. Voilà. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée et puis à très bientôt. Également. Merci, bonne journée, au revoir. Merci, au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.